GM tout le monde et bienvenue sur Mint & Drink, le podcast qui vous compile l'actualité NFT de la semaine et tout ça, le temps d'une bière. Nous sommes Paul et Devac, deux passionnés blockchain et amateurs de bière. Et comme à chaque début d'épisode, parlons volume et tendance du marché, mais avant cela, notre rituel hebdomadaire, quelles sont les bières de la semaine ? Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine encore une fois avec Devac pour commenter l'actualité du marché des NFT, les Non-Fungible Tokens. Avant de tout commencer, évidemment, on commence par la bière de la semaine. Et un peu comme il y a 2 épisodes avec Devac, on est dimanche matin. On est un peu en retard. On est un peu en retard, donc pas de bière ce matin. Moi, je suis au café. Alors moi, j'ai déjà pris mon café. Moi, je suis à l'eau. Tu vois, j'avais commencé ce mois-ci, si vous n'avez pas suivi, à essayer de me faire une cure de café à pas en boire. J'ai réussi à tenir une quinzaine de jours. Là, on est le 24 juillet et j'avoue que ça fait 10 jours que je m'y suis remis un petit peu. Donc, mais ça m'a fait du bien. Sans transition, du coup, on va parler de NFT, si ça te va, Devac. Les volumes de la semaine. Ouais, on va commencer par les volumes comme chaque épisode. T'as regardé un petit peu, qu'est-ce qui se passe ? Toujours un bottom ? Toujours, écoute, non. En fait, on commence à remonter un petit peu sur cette semaine. D'accord. Je sais pas si t'as regardé. J'ai regardé au niveau des prix de l'Ethereum, etc. Mais je t'avoue que j'ai pas trop suivi au global les volumes d'échange dans le milieu des NFT. Alors là, je pense que c'est aussi... le volume en USD. J'ai regardé pour la semaine. Donc on disait, là, sur les derniers épisodes, on était entre 18 millions d'USD. Par semaine échangé. Par jour à peu près. Par jour. Ok. Et donc là on passe les 20, donc on est entre 20 et 22, 23 millions. Donc on va en reparler après, mais voilà. Ouais. Il y a un petit pump. Pour l'instant ça veut rien dire, hein, juste il y a un peu plus d'échanges. Et après en NFT vendus, du coup en volume et pas en valeur. Ouais. Donc la semaine dernière, le mois dernier, en juin, ce qu'on disait, on était à peu près à 1,5 million de volume échangé sur le mois de juin. Ouais. On est aujourd'hui le 24 juillet et on est à 1,3 million. Okay. 1,3 million. De nombre de NFT échangés. Échangés sur la plateforme. OpenSea, Ok, d'accord. Donc on va arriver un peu plus haut que juin sur le nombre de transactions qui ont eu lieu. Avec le trend actuel, l'atterrissage, je pense qu'on sera légèrement au-dessus. Donc ce qui est drôle, c'est que c'est un mois de juillet. C'est vrai que dans le milieu traditionnel, le mois de juillet, souvent, il y a très peu d'activité, j'ai l'impression. Le mois d'août, ça va être pire. On va voir. Hein, on va voir. C'est septembre. Pour l'instant, septembre, faudra voir ce qui va se passer. Donc voilà, à chaque épisode on répète à peu près la même chose. Si vous n'avez pas suivi avant, en gros ce qu'on raconte c'est que oui, les prix se sont écroulés, mais c'est global en fait, c'est limite pas que la crypto non plus, hein. Si vous regardez des actions comme celle de Netflix, comme celle de Meta, comme celle de Snapchat, dans une moindre mesure, toutes les grosses entreprises ont un peu baissé depuis le début de l'année. Donc c'est d'un mouvement global, hein, de vente de produits technologiques dont les cryptos. Mais en fait ce qu'on remarque beaucoup avec Devac à chaque semaine, c'est que si les prix s'effondrent, l'activité, c'est-à-dire le nombre de NFT qui sont échangés chaque mois, ça bouge pas vraiment en fait. Ouais. C'est-à-dire que les gens n'ont pas déserté les plateformes et continuent à faire leurs petites affaires. Donc il y a ceux qui s'y connaissent vachement dans le milieu qui profitent de la baisse pour acheter des choses de qualité qu'ils ne pouvaient pas acheter auparavant. Et il y a peut-être des gens qui ont un peu peur et qui revendent en fait des assets. Donc le marché reste quand même assez dynamique. Assez stable, ouais. C'est cool. Sur les whales, donc nos fameuses baleines qui représentent tous les comptes crypto qui ont plus d'1 million de dollars d'assets. On appelle ça des baleines parce qu'elles sont capables justement, à la manière d'une baleine avec le plancton, de ramasser plein d'assets d'un coup parce qu'elles ont beaucoup de moyens. Et on aime bien avec Devac regarder ce que font les whales parce qu'elles représentent à peu près le quart des montants du marché des cryptos et donc du coup des NFT aussi. Donc c'est bien de savoir ce que ces gens-là qui en général s'y connaissent vachement mieux que les autres achètent et s'échangent au quotidien. Et donc du coup sur cette semaine, encore une fois, Hardblocks. Toujours Hardblocks en premier. Toujours le premier. Ouais. Et même le nombre de volumes échangés, il ne bouge pas du tout. Donc je pense que c'est, encore une fois, c'est bien market.
collectibles, l'art en général, c'est des assets qui sont plutôt stables. Et donc du coup c'est quand même un safe asset quoi. Donc pour faire encore un peu un récap, je suis désolé, j'ai promis un focus sur Artblocks cette semaine, je ne pourrais pas le faire, j'ai pas eu le temps malheureusement de diguer, mais on le fera, on vous le promet un jour ou l'autre. Artblocks, c'est l'une des collections, on peut parler d'une sorte de galerie d'art NFT spécialisée dans l'art génératif. L'art génératif, ce sont des œuvres d'art qui sont générées par un algorithme, par de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est très populaire en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de spéculation dans les NFT. Là, ça se calme côté spéculation, espérance, etc. Et en fait, des œuvres d'art ne promettent rien. En fait, il y a juste l'art derrière. Et donc, les gros collectionneurs profitent du bottom pour acheter ces collections-là. Parce que justement, il n'y a pas de spéculation derrière. C'est simplement acheter une œuvre d'art. Il n'y a pas de promesse d'utilité ou de fringues derrière, etc. D'ailleurs, petite parenthèse pour les personnes qui nous écoutent. En parlant d'art génératif, notre cover a été généré justement par un algorithme. Donc du coup, comme quoi c'est assez populaire de plus en plus. Je me suis enregistré là sur le truc d'Elon Musk, je sais pas si tu as vu passer ça. Comment ça s'appelle ? Je l'ai plus. Mais moi je m'étais enregistré il y a 4-5 mois, j'ai toujours pas eu l'accès. Ah déjà ? Toujours pas eu l'accès, ouais. Ah ouais ? Non. Ouais, non, ça va ouvrir bientôt, je crois. Donc, Elon, il a construit une boîte d'intelligence artificielle qui s'appelle... AI... Non. Bon, je l'ai pas en tête. Oh là 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 là. Mais techniquement, la plateforme, ça permettrait donc aux utilisateurs sans compétences techniques de pouvoir générer des œuvres d'art juste en mettant des queries. Donc je sais pas, juste on tape des mots un peu au hasard et puis au hasard ou pas parce qu'après ça dépend de ce qu'on veut afficher sur l'image et donc du coup l'algorithme va redessiner ce qu'il entend par vos mots en fait. Donc oui. Et donc l'idée c'est de réduire drastiquement les coûts de génération d'images parce qu'au lieu d'avoir une banque d'images qui a été créée par des êtres humains donc manuellement et qui sont dispo dans des grandes plateformes, là on aurait accès de manière complètement automatisé et de manière complètement illimitée à une banque d'images virtuellement évidemment infinie en fonction de ce qu'on tape. Et donc on peut s'enregistrer sur cette plateforme, mais je retrouve pas le mail ou le nom, je suis désolé. Peut-être le retrouver d'ici la fin de l'épisode. Soit on le retrouve, au pire, de toute façon on fera un deep dive sur Open. J'ai retrouvé. La boîte s'appelle OpenAI et le projet en tant que tel s'appelle DALL-E, donc D-A-L-L plus loin E. Et donc si vous allez sur OpenAI ou sur le site précis de DALL-E, vous allez voir des exemples des images qui sont générées automatiquement par l'intelligence artificielle. C'est assez bluffant. Et donc ça va ouvrir prochainement. Vous pouvez être sur une waitlist pour accéder aux produits un jour ou l'autre. Ouais. Grosse parenthèse. Sorry, j'ai digressé. Non mais c'est pas grave. De toute façon, on a besoin de faire ce dive sur le Artblocks et tout l'écosystème Generative Art. Mais on en parlera... vraiment avec on fera des recherches, etc. Bon, bref. Le deuxième, Artefact et le Nike AR Hoodie. On va couvrir cette actu un peu plus tard dans l'épisode. Je sais pas si on peut teaser quelque chose dessus. C'est un peu ton monde, Nike. On va en parler après, mais c'est le premier objet physique lié à un NFT de la part de Nike, donc on ne peut pas. Ouais, digital. J'aime pas trop ce mot. Mais bon. Digital. Moonbird Oddities. Alors celui-là, oui, c'est le projet de. Tu l'as ou pas ? Ah si, mais je peux en parler rapidement. On va pas les mettre, on l'a pas listé dans les news, mais c'est important de le noter. Donc, Kevin Rose, ouais, c'est ça. Je repars. Qu'est-ce que t'en penses, Devac ? Je repars de tout le début ou je vais très vite ? Écoute, moi, je connais pas trop ce mec. Je sais qu'il a lancé ce projet et qu'il a cartonné. Ouais. Ah, je vais repartir depuis le début, mais je vais essayer d'aller le plus vite possible, ok ? Tu me stops si jamais je vais trop lentement. Donc, Kevin Rose, très important, c'est le fondateur de Digg. Ça vous dit peut-être rien, ça s'écrit D-I-G-G, ça s'écrivait parce que ça n'existe plus, mais c'était dans les années 2000 l'un des agrégateurs de news les plus importants. Vous allez sur Digg, vous tapez New York Times, Le Figaro, Le Nouvel Observateur, etc. Tous les magazines que vous aimez bien, toutes les ressources en ligne que vous aimez bien,
et ça vous donne une espèce de flux RSS en fait, où vous allez avoir dans une seule plateforme toutes les news de tous vos magazines, journaux en ligne préférés. C'était un peu ça l'idée de Digg, et c'était l'un des premiers à avoir fait ça. Et donc Kevin Rose, il a créé cette boîte. Et en gros, c'est un peu quelqu'un qui était entrepreneur dès les débuts dans le milieu du web 2.0, de Internet quand ça a vraiment démarré, mais qui n'a pas réussi au niveau d'un Zuckerberg ou des fondateurs de Google ou d'autres gens qui ont vraiment explosé, quoi, en gros. Et donc Kevin Rose, il a gardé toutes ces années-là un gros réseau à la Silicon Valley, donc c'est quelqu'un d'extrêmement influent, de très connu, qui a investi dans pas mal de boîtes, après avoir revendu Digg du coup, même si ça n'a pas eu le succès qu'il aurait pu espérer. Et donc c'est quelqu'un, comme on va en croiser d'autres dans le milieu des NFT et de la crypto, c'est quelqu'un du coup qui veut avoir sa seconde chance d'exploser via justement les NFT. Donc il s'est mis à fond très tôt dans les NFT, et il a monté un podcast. Donc peut-être qu'un jour, Devac et moi, on va avoir le même succès, on verra bien. Mais il a monté un podcast qui s'appelle Proof, et qui existe toujours, que vous pouvez aller voir. Je vous conseille, si vous parlez anglais, d'écouter ce qui se dit dans Proof, qui est super intéressant. Et donc, Kevin, déçu de l'expérience 2.0 où tu fais financer un site par de la publicité, et disclaimer, Devac et moi, on travaille dans la publicité, donc on aime bien la publicité, il n'y a pas de problème avec ça, mais simplement lui, il a constaté que la publicité ne lui apportait pas assez de revenus par rapport à ce que lui coûtait Digg à l'époque. Il s'est dit, cette fois-ci, je lance un média spécialisé dans les NFT et les cryptos, mais je vais le financer autrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un abonnement ultra premium, où il n'y aura que 1000 personnes dedans. Je lance un NFT, donc vous pouvez aller le voir, le NFT 1, c'est le Proof, c'est une carte virtuelle qui s'appelle Proof. Quand vous achetez cette carte virtuelle, ça vous donne accès à un Discord privé avec beaucoup de gens influents là-dedans, donc des potes à Kevin, donc des gens qui connaissent très très bien tout le réseau de la Silicon Valley. Donc a priori, quand tu as ce truc-là, que tu fais partie des 1000, tu as des infos que les autres n'ont pas. Ouais. C'est ça un peu la promesse. Et derrière, toutes les semaines, en fait, à l'intérieur de Discord, ils organisent des interviews, des meetings avec des gens influents et importants dans le milieu des NFT. Donc tu vas avoir des gens de Ledger qui vont faire des conférences privées au sein uniquement de ces 1000 personnes sur comment sécuriser tes assets, etc. En fait, c'est la promesse de faire partie d'un groupe de privilégiés qui ont accès à des ressources que d'autres n'ont pas. Tu vois, donc il a commencé comme ça. Ça a cartonné. La Proof Card, elle vaut à peu près 100 Ethers, donc dans les 150 000 balles aujourd'hui. Mais c'est monté encore plus haut à une époque. Et derrière, en fait, il s'est dit comment je peux encore expandre le truc. Et donc, il a fait un drop, c'était en mai, si je me trompe pas, peut-être en avril. En avril, pardon. Qui était les Moonbird, donc PFP classique, 10 000 items. PFP, donc Profile Picture. Tu prends ton... Juste pour dire. Profile Picture, évidemment c'était gratuit pour les 1000 qui faisaient partie du club privé, mais après les 9000 autres étaient mintés, il fallait être sur le list, je ne vais pas détailler, mais tu pouvais avoir ton Moonbird. Donc ce sont des... C'était assez cher quand même, pour pouvoir minter de mémoire, c'était 2 Ethers. C'était 2 Ethers. Au-dessus du C'était 2 Ethers pour minter, exactement. Mais c'était des... donc ça représente des hiboux très pixelisés, avec plein de traits différents. Et donc ça a été minté à 2 Ethers, et j'ai suivi ça de près à l'époque. Et faut savoir que ces Moonbird là, ça a été en fait le drop NFT qui a eu le plus de succès de toute l'histoire des NFT sur le secondary market. J'ai plus exactement les chiffres, mais en très peu de temps, ça a explosé. Pour la première semaine du lancement d'un NFT, ça a explosé ce qui a été à l'époque la première semaine des Bored Ape, par exemple. C'est le plus gros commencement ever d'une collection NFT. Ça a surpris tout le monde. Donc pour vous donner une idée, le Moonbird il s'est changé, du coup il s'est minté à 2 Ethers. Sur le secondary, tout de suite après, il s'est changé dans les 6, 7, 8 Ethers. Et dans les quelques jours qui ont suivi, il est monté à 30 Ethers. Ce qui se présentait à peu près à l'époque, à mon avis, dans les 80 000 euros. Quelque chose déjà comme que ça. Azuki, juste avant, ils avaient fait le record. Et... Azuki, c'était énorme aussi. Mais ils sont allés plus loin. Vraiment, les Moonbird ont explosé tous les compteurs, quoi. Et donc si je regarde les plus grosses collections NFT, celles qui ont vendu le plus, qui sont le plus échangées de toute l'histoire des NFT, alors que les Moonbird ont juste 2 mois et demi d'existence à peu près, c'est la 10e collection la plus échangée de toute l'histoire des NFT, et je serais pas surpris que ça continue à monter des étages. Donc le début était très fulgurant, donc c'est pour ça que c'est important de le savoir. Quelques semaines plus tard, allez, je vais aller vite. Quelques semaines plus tard, chaque possesseur de Moonbird s'est vu dropper ce qu'on appelle une oddity. Et en fait, les oddities, ça fait référence
aux espèces de petits animaux morts que les hiboux, parce que le hibou est un comment ça s'appelle, tu sais, les animaux qui mangent des autres animaux qui sont déjà morts à la base, comme les vautours par exemple. Non, je l'ai pas en tête là. Bref, ils mangent des animaux qui sont déjà morts à la base, donc ils ramassent plein de trucs. Et donc les oddities, c'était en fait dropper des espèces de petits rats morts, etc. aux collecteurs, donc aux collectionneurs, pardon. Et donc il y en a 10 000 qui sont tombés chez ceux qui avaient déjà des Moonbirds. Et il y a eu le reveal du coup la semaine dernière, c'est pour ça que la collection des oddities revient dans le top 10. Et donc c'est super intéressant parce qu'en fait les designs ont vraiment pas plu du tout. Donc si vous allez voir les Moonbirds Oddities. Et donc juste pour faire le reveal, parce qu'en fait souvent dans le monde du NFT, quand une collection elle sort, le design est uniforme. C'est-à-dire que c'est le même design pour tout le monde. Et donc du coup il y a, ça dépend, mais plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois d'échanges avant ce qu'on appelle le reveal. Et le reveal c'est que derrière dans les métadatas, chaque personne va avoir son NFT avec son trait particulier. Et donc du coup souvent il y a beaucoup de dynamique à ce moment-là. Et donc ça a été révélé il y a quelques jours et les designs ont été faits par Gremplin. Gremplin c'est un artiste très reconnu dans le milieu parce qu'il a fait ce qu'on appelle les Cryptodes. Cryptodes c'est une vieille collection NFT pixelisée. Ouais, c'est lui. Et donc c'est lui qui a fait le design des Oddities. Donc quand tu regardes objectivement le truc, tu te dis waouh, c'est grave chum. Et j'ai vu, du coup, Kevin Rose, évidemment, a réagi par rapport à ça et il disait c'est exactement ce qu'on cherchait à produire. C'est-à-dire qu'on voulait volontairement avoir un visuel qui soit hyper tranchant et qui fasse réagir les gens. Et donc, c'est voulu, en fait, que ce soit chum. Parce donc, que les gens se sont plaints. Moi, j'avais vu, justement, autour là, du reveal, les gens étaient un peu déçus parce que ça vaut quand même cher. Enfin, on a envie d'avoir quand même des belles pièces et donc du coup c'est vrai qu'il va un peu à contre-courant sur ce reveal. Après bon, de toute façon c'est l'écosystème de Kevin Rose, ça continuera de faire. Exactement. Bah les prix se sont cassés la gueule, hein. On est passé de un peu plus de 3 Ethers à 1,5 en ce moment. D'aucuns diront que c'est une occasion en or d'acheter un truc valuable à très bas prix. En tout cas donc c'est la 3e collection dans le portefeuille des Wilds en ce moment. Après on parle de Overdeed. Donc c'est dans l'écosystème Bored Ape. On va couvrir cette actu juste après. Mais bon, c'est par rapport au Metaverse que la plus grosse collection. Aujourd'hui, Bored Ape, c'est la plus grosse collection, le plus gros projet NFT. On peut lancer. Et donc du coup, il y a eu le lancement justement de leur Metaverse. Et je pense que Overdeed qui fait partie intégrante de l'écosystème. Donc c'est des terrains, c'est ça, de mémoire. Ouais, c'est des terrains. Voilà. On a ensuite de l'art génératif. De l'art génératif. Alors je l'ai pas suivi. Mathias Isaacsen Factura. Je regarderai. Moi ça m'intéresse ça. Ce genre de. Ouais, à suivre en fait. J'ai vu que pas mal de OG, donc des gens qui sont très impliqués dans la crypto depuis très longtemps, ont pas mal tweeté en fait les images de cette collection parce que effectivement c'est esthétiquement assez joli. C'est de l'art génératif, donc on est un peu dans le même esprit que Artblocks évidemment. Simplement là c'est un autre studio, c'est une autre galerie d'art qui s'appelle GM Studio que je ne connais pas très sincèrement, donc à diguer peut-être un jour ou l'autre, mais en tout cas ça a été pas mal relayé sur Twitter. Malheureusement on peut pas montrer les visuels sur un podcast, mais bon on verra. Oui c'est vrai qu'on peut pas montrer les visuels, ça ressemble à des constructions abstraites, des volumes abstraits en fait comme des espèces d'immeubles ou d'enchevêtrements de carrés, de cylindres. Ouais, c'est assez particulier. Après, on est sur du Nina. Je crois que tu en avais parlé la semaine dernière. Moi, je l'ai pas suivi non plus. Ce projet. Rapidement. Bah, j'ai regardé très rapidement. C'est de l'art aussi, mais je saurais pas expliquer. Et après, CryptoPunk, qui s'est un peu cassé la gueule, mais bon, il fait partie tout le temps des collections les plus. Enfin, il fait partie des top collections depuis que ça existe. OpenSea. Mais bon, CryptoPunk, pas grand chose à dire. De toute façon, il fait partie. Non. Des collections les plus échangées et les plus chères aussi d'ailleurs. Faudra qu'on se cale tous les deux pour se faire une liste de podcasts de dig qui seraient intéressants à faire. Moi alors les deux autres je les connais. Ah si, Kingship. J'en avais parlé il y a 2 épisodes là. C'était un groupe de musique dans l'épisode d'hier en fait, pardon. De la semaine dernière, pardon. De la semaine dernière. Donc c'est le groupe de musique
qui a été créé par des possesseurs de Bored Ape. Et donc du coup ils avaient signé avec un label Universal de mémoire. Et donc du coup ils ont sorti justement, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Bon, j'ai du mal à parler ce matin. La semaine dernière, ils ont sorti une collection justement pour supporter le projet musique qu'ils sont en train de lancer. Et donc du coup apparemment là, donc les Whale s'intéressent à ce projet. J'ai pas du tout. Alors le launch il était cette semaine. J'ai pas regardé justement l'actu dessus. Là, bon, il s'échange à 0.1 Ether. Il y a eu une petite chute quand même sur les. Moins 60%. Okay. Mais bon, alors souvent, vous le verrez, les whales s'intéressent beaucoup au lancement. Donc ils achètent et dumpent. Ouais, donc ça arrive. Ouais. Il y en a, je pense, qui doivent acheter un petit peu de tout ce qui sort au cas où le truc explose. Et Potatoes, juste après, c'est le projet, donc c'est la première collection du projet Memland. Et donc Memland, c'est... Gag. Exactement. Voilà. Yes. Et donc du coup, c'est leur première collection, donc ça fait plusieurs mois qu'ils teasent dessus. Ouais. Et donc du coup, ils ont sorti Potatoes. Et donc le NFT, c'est un petit caca. Qui est animé en GIF avec une comment on appelle ça, des feuilles, une plante qui commence à pousser quoi. C'est ça. Donc les whales s'intéressent beaucoup parce que derrière ce projet là il y a 9gag et donc du coup forcément un risque de hype imminent. Et donc du coup je pense il a baissé le prix, mais il s'est changé assez fortement là parce que c'est sorti cette semaine. Là il est à 0.1, mais non, il est à 0.1 ou pas parce que non, il est à 0.7. 0.7, ok, donc il est pas à jour sur nftgo.io. Donc c'est donc le site sur lequel on regarde nous le mouvement des whales, donc des baleines. Ok, à suivre aussi, intéressant. Ouais, on va regarder pour la semaine prochaine. Je pense qu'il va disparaître de la liste, mais oui, rapidement. On passe sur les actus news. Yes. C'est parti. Donc les Other Deeds. Donc il y a eu du nouveau du côté du métaverse qui est construit par Yuga Labs, donc par la collection des Bored Apes. Donc on voulait parler un peu de ça avec Devac évidemment, parce que c'est une grosse nouvelle dans le sens où on entend beaucoup parler des métaverses dans le milieu NFT, crypto et ainsi de suite. Je vois beaucoup de gens parler de ce qui se passe sur Sandbox et sur Decentraland. C'est les deux plus populaires entre guillemets. Métaverse, ouais, notamment auprès des gens qui baignent pas forcément dans cette culture Web3. Mais on parle pas beaucoup de The Other Side, donc le métaverse qui est créé par les Bored Apes, et c'est intéressant de s'y coller un petit peu. Donc du coup, ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est que ils ont réalisé un essai de leur métaverse avec 4500 personnes qui pouvaient participer à cet essai, cette espèce de alpha en fait. C'était simplement quelques heures de jeu entre ces participants-là. Et donc du coup, beaucoup attendaient de ce moment-là pour voir en fait si vraiment la plateforme marchait, si c'était impressionnant ou pas visuellement. Qu'est-ce que ça allait donner ? C'est-à-dire que si jamais c'était un gros flop ce test-là, je pense que le sentiment n'aurait pas été génial dans le milieu. À l'inverse, si c'est une grosse réussite, voilà. Et c'est ce qu'on disait assez souvent que dans Web3, souvent quand ces entreprises-là, donc du coup aujourd'hui qui sont vraiment des entreprises, innovent, testent des choses, c'est hyper risqué parce que justement le prix de leurs assets digitalisés, donc les NFT, peuvent complètement descendre parce que c'est les news, la communauté Twitter et Discord qui peuvent, elles s'emballent rapidement vu qu'il y a un enjeu économique assez fort. Et donc du coup ces entreprises là là ce qu'on appelle, pour moi c'est un stress test, ils voulaient vraiment tester le métaverse avec un nombre assez important de personnes sur le même layer, sur le même monde quoi. On va en parler juste après, mais les images étaient effectivement impressionnantes, mais ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre quoi, à la hausse ou à la baisse.
clairement. Donc, on va y aller short, mais en gros, c'était une très franche réussite ce premier test. Donc, faut aller voir les images. On va essayer dans la description du podcast de mettre les liens. Sinon, vous allez voir Otherside sur Internet et vous allez trouver des vidéos de ce qui s'est passé. Mais c'est assez bluffant en fait. Je pense que toi aussi, tu jouais pas mal aux jeux vidéo, ou tu joues toujours pas mal aux jeux vidéo, mais j'ai jamais vu en fait un truc pareil. C'est-à-dire 4500 avatars en temps réel que tu vois bouger de manière complètement fluide et qui viennent envahir, parce que c'est un peu le mot, envahir d'un coup d'un seul un monde virtuel. Donc ce qui se passait, c'est que au début il y avait une énorme salle toute blanche où il y avait absolument rien, où tous les gens attendaient, et au moment où le métavers est ouvert, il y a un énorme vortex qui s'est créé dans le sol, où tous les joueurs du coup sont tombés dedans et allaient sauter dans le vortex, et du coup ils tombaient dans un long tunnel pour arriver et découler dans un monde virtuel, tout vert avec pas mal de verdure et ainsi de suite, des montagnes, des bâtiments, plein de choses. Ça faisait vraiment un jeu vidéo en vrai. Ouais, c'est fou. Ouais. Et tu vois en fait tous ces personnages, ces 4500 personnages en même temps qui viennent découler dans le monde virtuel. C'est assez bluffant. Derrière, il y avait un petit jeu où il devait tuer un gros personnage, mais bon, ça c'est limite un détail. Mais en gros, le test, c'était un test technique pour voir si 4500 joueurs en temps réel qui jouent tous via un navigateur, hein, c'est pas un truc non plus hyper puissant. Ah, ça je savais pas. Ils n'avaient pas besoin d'installer une application, non, c'était un navigateur. Ok, non, ça, c'est intéressant ça. T'es sur ton browser et tu fais ça. Donc du coup, c'était un gros crash test entre guillemets, et donc ça s'est juste super bien passé. Donc évidemment tout le monde est devenu bullish après ça, et je pense que du coup ça a eu un effet sur le bull market actuel, mine de rien, parce que du coup on s'est dit ok, les NFT ils rigolent pas, ils ont vraiment créé un truc hyper costaud techniquement parlant quoi. Ouais, les Bored Ape en tout cas, comme c'est la plus grosse collection de très loin, forcément tout ce qu'ils font, si c'est une réussite ou un échec, ça va influer sur l'ensemble du marché NFT. Ouais. Concrètement, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est franchement, ils drivent le marché. Ouais. Ils inspirent d'autres boîtes aussi à créer. Et il y a pas mal de boîtes aussi qui attendent justement que Bored Ape lance des innovations pour voir un peu le standard et voir comment se positionner par rapport à ça. Mais c'est super intéressant parce qu'ils sont en train de set un standard, mais juste super élevé par rapport à ça. Donc j'invite tous les gens qui nous écoutent potentiellement et qui sont très sceptiques sur les métavers, et moi je comprends parfaitement, franchement, qu'on puisse être sceptique sur ce truc là, parce que tu dis ouais, à quoi ça sert. Allez voir vraiment cette démo là, parce que sincèrement il s'est passé un truc en fait ce jour là, et je pense que demain, si tu imagines la même chose mais avec des millions de joueurs en temps réel, ça peut créer un monde virtuel qui est vraiment hyper stimulant et avec plein de choses qui s'y passent quoi. Donc faut suivre de près ce qui se passe dans Otherside pour suivre les métavers pour moi maintenant quoi. Comme tu disais, c'est un bon use case pour la suite, et Decentraland et Sandbox ils doivent regarder de très près ce qui se passe. Il y a un autre truc dans Otherside, c'est que j'ai l'impression que ça va être un jeu vidéo ou plusieurs jeux vidéo à l'intérieur de ce métavers là. J'ai l'impression que les autres métavers sont plutôt en mode expérience, on va aller visiter des galeries numériques, on va aller visiter des magasins numériques, etc. Otherside se concentre vraiment sur un côté gaming en fait, où les participants vont pouvoir créer leurs propres jeux vidéo. Je pense que Yuga Labs eux-mêmes vont créer des expériences jeux vidéo à l'intérieur, où il faudra faire des choses, et je pense qu'ils veulent créer de l'adoption via du jeu vidéo pour faire en sorte que les gens reviennent. Et donc pour que les gens reviennent, il faut créer du contenu, il faut créer de l'interaction, il faut créer des choses. Il ne faut pas seulement créer un espace numérique et laisser les gens un peu à l'abandon entre guillemets. Donc ça peut être aussi un bon développement sympa. Et j'ai entendu pas mal de critiques sur The Other Side en revanche sur le côté il y a 100 000 terrains, il n'y en a pas plus, et il n'y a que les propriétaires de terrains qui pourront faire, on ne sait pas trop quoi l'avenir, mais en gros il y aura forcément des privilèges accordés à ceux qui ont payé quelques milliers de dollars pour avoir un terrain dans Otherside. Donc il y a le côté un peu non inclusif qui est un peu critiqué, c'est-à-dire que dans d'autres métavers on pourrait imaginer que qu'il y a un nombre de terrains illimité, que n'importe qui pourra prendre un terrain et faire ce qu'il veut dessus. Voilà. Là c'est vraiment un côté c'est les propriétaires uniquement qui pourront faire ça. Sachant que le terrain il est assez cher aujourd'hui. Il faut compter au minimum dans les 3-4 000 euros, je pense. Ouais, 3 500, 3 700. Là, on vous parle des terrains qui sont les plus éloignés, avec zéro ressources intéressantes à l'intérieur, etc. quoi. Donc voilà pour ce qui s'est passé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème. Et je pense que, tu vois, on va enchaîner sur le crypto market, le TH, le BTC, l'Epcoin, etc. Je pense qu'il y a un gros côté macroéconomique qui joue énormément, mais la réussite de cette démo-là, si cette démo avait foiré,
je pense qu'on n'aurait pas eu le même bull market. Ouais, c'est vrai. Clairement. Surtout que là, on parle de Apecoin, juste avant, tu disais. Apecoin, c'est la currency, justement, de l'écosystème Bored Ape. Donc, en fait, pour pouvoir acheter des terrains, Otherside, Otherdeed, il faut se procurer des Apecoin. Et on a vu, justement, en fait, forcément, les personnes voulaient se procurer des terrains pour le test parce qu'il a plutôt bien fonctionné. Donc, le prix du Apecoin, là, quand même, il a pris du positif parce que beaucoup de gens ont voulu échanger leur crypto, enfin leur USDT contre le Litecoin. Et forcément, en plus de ça, c'était la bonne période. Alors, je sais pas ce qui influe l'un sur l'autre, mais c'était la période où il y a un mini bull market du Bitcoin qui a pris, je crois, je sais pas, 5 à 10%. Quelque chose comme ça, ouais. Ethereum a suivi, beaucoup plus rapidement d'ailleurs. Ethereum a suivi assez fortement. Après, enfin, mini bull market. Moi, concrètement, je suis un peu sceptique aussi. Il y a rien de, enfin, moi, je vois plus comme un trap derrière. Parce qu'il n'y a pas vraiment de signaux. Même si tu dis depuis longtemps qu'on est sur un bottom en termes de marché. Ouais, mais on va retoucher le bottom en fait. Ouais, c'est sûr. Bah là, on redescend déjà. Je trouve enfin, quand tu regardes les signaux un peu macro aujourd'hui, il n'y a rien qui laisse présager que on retournera sur les 30K dans les semaines à venir. Enfin, après, c'est vraiment personnel. Enfin, très sincèrement, tu vois, on parle de la démo Otherside. Enfin, au final, c'est le contexte macroéconomique qui décide beaucoup des prix des crypto-monnaies aujourd'hui. Si tu suis le cours du Nasdaq, c'est la même tendance que les cryptos. Il n'y a pas vraiment de marché crypto en tant que tel pour moi. C'est complètement corrélé au marché de la tech en général. Ouais. En plus, il y a des crises un peu à droite à gauche. En Europe, il y a des crises au UK, il y a des crises en Italie. Enfin, niveau macro, il n'y a vraiment pas de signaux qui vont faire penser que les gens veulent investir davantage, que ce soit en stock market ou en crypto. Donc, pour l'instant, c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour pas mal de gens qui accumulent aujourd'hui. Sous forme de DCA, dollar cost average, donc acheter c'est le mieux à faire, acheter de la crypto sur une période soit en journée, enfin soit en semaine, soit en mois, en attendant justement le vrai bull market. Pour l'instant, je pense qu'on est sur un bottom. On l'avait dit même sur les cryptos, enfin que sur les NFT on est sur un bottom. Sur les cryptos on est aussi en train de ranger sur autour des 20 000 sur le Bitcoin, donc voilà, ça construit. Enfin, les projets sont là, ça c'est l'avantage. Donc du coup, il y a moins de bruit. Donc les builders, ils sont en train de créer des projets. Tu y étais la semaine dernière à ETHCC, l'événement à Paris. Je pense que tu peux même peut-être parler de ça pendant 2 minutes. Ça a pas mal bougé à Paris. Donc non, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'intéressent au domaine crypto et qui veulent agir sur le domaine crypto en investissant, et c'est cool. Maintenant, il y en a d'autres, et je pense qu'il y en aura de plus en plus, qui veulent s'investir dans le milieu crypto, pas seulement en investissant, ou même pas du tout en investissant, mais juste en construisant des outils qui permettent d'aller plus loin. THCC, c'est le gros événement qui a eu lieu à Paris, donc c'est une des grosses conférences mondiales sur Ethereum. Il y a Vitalik Buterin qui a fait un discours d'ailleurs, il faut aller le voir, il faut que je le regarde d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, il dure quasiment 1 heure, pour expliquer les 5 grosses prochaines étapes du protocole Ethereum. Mais il se passe énormément de choses à Paris en France, et c'est une chance incroyable qu'on a, et c'est vrai que si tous les gens qui ont le temps et qui veulent créer des choses dans le milieu ont vraiment toute leur place. Petite parenthèse, ETHCC, c'est l'événement communautaire de la crypto-monnaie Ethereum. D'Ethereum. Il y en a qui sont spécialisés dans la tech, il y a des conférences de développeurs aux États-Unis, etc. Là, c'est vraiment la communauté globale. Donc, c'est un globe un peu plus large en termes de compétences. Et puis surtout, c'est tous les ans, c'est à Paris en fait. Ça, c'est cool. Sans transition. Minecraft. Ouais. Dans les mauvaises nouvelles. On était obligé d'en parler. En vrai, là, on arrive un peu sur le côté négatif, mais Minecraft. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors, Minecraft, donc. Tout le monde connaît Minecraft, ça appartient à Microsoft. Microsoft l'a racheté il y a quelques années. Minecraft, en fait, il y a des. Alors Minecraft, je connais pas techniquement comment c'est fait derrière, je veux dire la plateforme, mais il y a des projets Web 3.0 natifs qui sont construits on top de Minecraft. Notamment un qui s'appelle NFT Worlds.
qui est le plus populaire. Il y a beaucoup de monde sur ce jeu. J'avais mis quelque part. Mais attends, il est déjà live? Il était déjà live. Il était déjà live. Il y a eu, franchement, il y a beaucoup de joueurs. J'avais noté, il y a à peu près 100 000 joueurs sur ce métaverse-là. Si tu compares, par exemple, un Decentraland ou un Sandbox, il y a à peu près 1000 joueurs par mois actifs. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de monde sur ce métaverse-là. Et en fait, ils utilisent un des plus gros serveurs open source de Minecraft, justement pour hoster leur métaverse. Et en fait, voilà, Minecraft a annoncé justement cette semaine qu'ils allaient complètement arrêter tous les projets qui ont une intégration avec des assets numériques, notamment des NFT. Leur excuse, c'était juste que c'était contre leurs valeurs, notamment que c'était pas inclusif. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur Bored Ape, que c'était une communauté où en fait il y avait un enjeu financier derrière. Donc ça mettait un peu à la porte des personnes qui voulaient peut-être rentrer dans le jeu, mais juste ils pouvaient de manière gratuite, quoi, sans avoir à acheter des land plots. C'est super intéressant, ça fait écho à des critiques qui sont faites au niveau des cryptos, et je pense qu'il faut vraiment les lire et les entendre, nous qui sommes un petit peu plus dans ce domaine-là, quoique on est aussi des newbies, avec des vagues, ça fait peut-être 6 mois, 1 an qu'on s'intéresse au sujet, ça fait pas 10 ans qu'on est dans la crypto du tout. J'ai pris le dernier Society, je sais pas si tu l'as vu passer, qui parle justement de Bitcoin, etc., comme étant potentiellement une énorme arnaque organisée. Donc sans aller jusqu'à là, c'est vrai que tu as une critique qui est faite où on te promet un monde décentralisé, alors qu'au final, et d'ailleurs on en parle chaque semaine, il y a un très petit nombre de personnes qui possèdent la quasi-totalité des crypto-assets dans le monde. Quand on parle des whales, tu vois, tout à l'heure, on parle de 1500 portefeuilles à peu près, qui possèdent à peu près le quart de tout ce qui se passe dans les NFT. Donc, c'est un extrême, mais je pense que dans d'autres crypto-assets, c'est bien pire. Ouais. Et en plus, comme c'est anonyme, tu sais pas vraiment si les 1500 en wallet, c'est vraiment que des personnes différentes ou s'il n'y en a pas là-dedans un certain nombre qui appartiennent en réalité à la même personne. Ou de l'entente entre les whales. Ou de l'entente entre, c'est des potes ensemble, j'en sais rien. Mais du coup, je peux complètement comprendre, tu vois, des logiques comme Minecraft qui se dit en fait, contrairement à l'idée reçue dans le milieu crypto, le côté décentralisé n'apporte pas forcément plus d'égalité entre tous les participants. Et donc la meilleure manière peut-être de produire une vraie égalité, c'est que n'importe qui veut construire un jeu vidéo puisse le faire de manière gratuite sans avoir à spéculer sur des NFT. Et c'est un point de vue que moi j'entends très bien et que je comprends parfaitement en fait. Moi j'ai un point de vue un peu partagé sur ce sujet-là. Je suis peut-être un peu plus maxi. J'ai l'impression quand même que c'est un choix un peu orienté en interne parce que Microsoft ils ont aussi potentiellement ils doivent travailler sur quelque chose et vu l'ampleur de NFT World, ça pourrait être un concurrent direct dans un futur proche à Minecraft, parce que en vrai, in fine, en fait, je trouve que justement NFT World ça apporte le choix à l'utilisateur. C'est vraiment s'il veut posséder et monétiser son temps sur un jeu vidéo, sur Minecraft, tu peux aller sur NFT World et passer ton temps dessus pour justement avoir cette incentive. Et si t'as pas envie, tu vas sur d'autres serveurs NFT, d'autres serveurs Minecraft, et donc du coup tu peux complètement jouer. Et je trouve qu'aujourd'hui le monde du gaming et le monde du NFT il est pas vraiment mergé. Il y a un socle commun, mais les gamers ils ont pas spécialement besoin de jouer à des jeux Web3. Les jeux Web3 de toute façon aujourd'hui ils sont pas hyper avancés, mais voilà, tu vois, les jeux, les Fortnite, les League of Legends, etc. fonctionnent toujours très bien. Ouais, et ils vont pas forcément sur ces milieux. Il y a un lien évident, intuitif entre le milieu des cryptos et le milieu du gaming. Il n'est pas encore tout à fait fait. Mais je pense qu'on en revient à un sujet de tout à l'heure, mais je pense que c'est Otherside qui a le potentiel pour vraiment bridger les deux, quoi. Ouais, on va voir, parce que tu veux aussi reward ta communauté. Les gens qui sont présents dès le début, t'as envie quand même de les récompenser avec justement peut-être des terrains exclusifs auxquels les autres n'auront pas accès par la suite, ou je sais pas. Mais c'est une question que doit se poser l'industrie des NFT pour moi, de savoir comment créer un modèle qui soit à la fois rémunérateur pour les gens qui sont là depuis le début, on les récompense, mais en même temps inclusif pour les gens qui arrivent 10 ans plus tard et qui veulent participer au truc parce qu'ils ont des idées, des skills de ouf et que tu as envie aussi de les accueillir tout aussi bien que tu as accueilli des gens, 10 ans auparavant. Tu vois, choisir le curseur entre les deux doit pas être facile pour les boîtes Web3.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je suis complètement d'accord. De toute façon, aujourd'hui, il y a pas de framework, il n'y a rien. En fait, toutes ces boîtes-là, elles sont en train d'essayer de tester, voir le retour. L'avantage, c'est qu'il y a un retour assez direct sur tout ce que ces boîtes-là proposent. Et donc, du coup, ils peuvent aller, ils peuvent avancer par itération. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je peux pas parler. Je me dis, on peut pas parler de gaming et de Web3 qui mergent. En fait, quand tu regardes les plus gros jeux, là, comme je disais tout à l'heure, Dota 2, enfin tous ces trucs-là, t'as à peu près entre 500 000 et 1 million de joueurs actifs par mois. Quand tu compares, je te le disais tout à l'heure, à Decentraland, t'as à peu près 1 000 active users par mois. Enfin, le scale, ça représente rien aujourd'hui, en fait, in fine. C'est les métaverses, etc. Début, mais on est vraiment qu'au début. Et Microsoft qui bannit ça dès le début, je sais pas, je pense qu'ils doivent travailler dessus. Ils ont déjà un pied dans le métaverse en ayant racheté. Qu'est-ce qu'ils ont racheté récemment? Ils ont pas racheté Blizzard? Qui ça, pardon? Microsoft, je sais plus. Ils ont racheté ils ont racheté un Blizzard. Hein. Activision. Voilà, ils ont racheté Blizzard, Activision. Donc voilà, ils sont. Moi, je pense qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose. Mais bon, c'est vraiment mon point de vue personnel, quoi. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, voilà, il y a d'autres marques qui sont assez puissantes aujourd'hui, là, les Animoca Brands, etc. Valorisées à 5 milliards. Enfin, c'est juste énorme. Ils sont en train de travailler sur des trucs qui sont aujourd'hui pas trop mainstream. Mais on le verra sur les prochains mois, prochaines années. Ouais, il faut suivre de très près, de toute façon, tout ce qui se passe sur le côté des métaverses, parce qu'il n'y a pas énormément de projets non plus, hein. Des gros, je veux dire, donc on a le temps aussi de suivre ce qui se passe. On parle sans transition de ce mint de hoodie de Artefact. Ouais. Si tu veux, tu peux expliquer globalement le contexte. Artefact, tu connais bien, c'est ton écosystème préféré. C'est un de mes chouchous, ouais. Bon, oui, déjà ils sont français au départ. C'est un projet NFT qui appartient maintenant à Nike. Ils se sont fait racheter en décembre. Donc je vais aller vite, mais en gros ils ont un gros focus sur la fashion virtuelle et donc pouvoir lier ça. Dans le milieu on dit bridger, comme un pont en anglais, un bridge. Donc bridger les mondes virtuels avec les mondes réels. Et donc ça fait un moment déjà que l'équipe de Artefact, si vous connaissez pas Artefact, ça s'écrit RTFKT, donc sans les voyelles. Donc ça fait un moment que l'équipe d'Artefact montre des espèces de mock-up où en fait tu peux avec ton téléphone scanner quelqu'un et du coup dans ton téléphone, au lieu de voir la personne, tu vois son espèce d'hologramme, en fait son avatar 3D qui apparaît, et donc quand la personne bouge, son avatar bouge avec elle, un peu comme des effets spéciaux où tu vois le personnage, l'acteur qui incarne Gollum par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, tu le vois bouger en temps réel et après c'est remplacé par Gollum, quoi. C'est à peu près la même chose. Et ils le font sur des filtres sur les réseaux sociaux. Je crois que j'avais vu ça sur Snapchat, etc. C'est ça? C'est ça. Ouais. Donc eux, leur rêve à terme, leur rêve au départ à cette team, parce que c'est des kids au départ, hein. Ouais. Leur rêve, c'est de créer une basket Nike virtuelle que tu peux incarner dans la vie réelle quand les gens te scannent. Si jamais un jour on a des lunettes de réalité virtuelle dans la rue, tu pourras voir en fait la paire de Nike de la personne qui n'existe pas en réel, mais qui est, incarnée virtuellement par de l'AR. Et donc du coup, ils ont droppé leur premier pull. Donc c'est super intéressant parce que c'est le premier objet physique lié à un NFT qui a été fait par Nike. Donc historiquement, ça aura peut-être une valeur importante. Sinon pécuniaire, au moins dans l'esprit des gens plus tard. Figital, qui est pas très très beau, mais on l'appelle Figital. Ouais, on dit Figital, ouais, j'aime pas non plus. Je préfère le côté bridge, quoi. Ouais. Et donc ce qui se passe, c'est que ils ont mis à la disposition d'un certain nombre de collectionneurs des différentes collections d'artefacts. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu avais certains items de la collection artefact, tu avais le droit de venir pendant très peu de temps acheter ce pull qui est un pull virtuel. En fait, au départ, tu achètes un pull virtuel, Artefact et Nike. Et si tu le souhaites, évidemment, pendant 3 jours, tu as le droit de échanger ce NFT pour le pull physique. Mais en retour, tu chopes un deuxième NFT qui montre que tu l'as bien commandé et que tu vas recevoir bientôt ton pull physique. Et donc le pull physique dedans... Ouais. Le mot qu'on utilise justement, donc vous allez bientôt les entendre de plus en plus. Parce tout que le temps. Voilà, Nike, ils sont déjà très très implémentés dans le Web 2 en fashion. Donc eux, ils ont, je crois que c'est une des premières marques à avoir fait ça, hein, justement, ce qu'on appelle forger. Donc justement, utiliser le NFT comme passe pour sélectionner la taille. Après, c'est une plateforme e-commerce, hein, sélectionne la taille,
l'adresse, etc., etc. Et donc du coup le NFT il va se transformer et eux ils vous ont dans la base de données comme potentiel acheteur du NFT. Enfin, du pull. Du pull, ouais. Et donc, c'est en montrant que en prouvant que tu as le NFT, que tu as le droit d'acheter le pull physique et qu'on te le livre plus tard. Et donc, ce pull, il y a un énorme QR code dessus, vous pouvez le voir sur Internet. Un énorme QR code dessus, il y a aussi une puce NFC à l'intérieur. Donc, histoire de pouvoir scanner le bon avatar. Et donc, je pense qu'à terme, l'idée, c'est que tu puisses relier ton pull physique à ton avatar 3D virtuel, donc de métaverse, entre guillemets. Et que du coup, quand tu portes le pull et que les gens te scannent avec un téléphone, automatiquement, ils vont voir ton avatar. Ou demain évidemment avec des lunettes de réalité virtuelle. Donc la techno intéressante dedans, on ne sait pas très bien dans la vie réelle à quoi ça va correspondre, même s'il y a quelques mock-ups qui sont sortis par l'équipe Artefact. Les pulls vont être livrés, je crois, d'ici l'automne, pas avant. Donc faut pas espérer avoir des démos avant. Ouais. Fin d'année, il y aura peut-être de retard, qui sait, de livraison. Mais du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, le drop a un peu foiré. Ouais. Je sais plus exactement pourquoi, mais... Moi, j'étais sur le Discord. Mais donc, c'était le lancement... je crois que c'était vendredi soir. Un lancement, je crois que c'était prévu vers 23h, minuit, heure GMT +1, donc à Paris. C'est ça. Il y a eu 1h30, je crois, de retard, avec très peu d'informations. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a très peu d'informations. Ils communiquaient très peu. Ils ont pas trop, et donc du coup tu as toutes les personnes qui attendaient sur le site, et en fait au moment où ils ont annoncé le mint, il y a eu plein de problèmes sur la plateforme. En fait il y a eu des bugs comme je sais pas, par exemple il y a des personnes qui avaient parce qu'en fait juste pour faire le contexte, c'est qu'il fallait être, pour pouvoir minter, donc il y en avait une 8888 pour pouvoir minter ce pull, donc ce NFT Woody, il fallait posséder un Clonix, donc c'est vraiment la profile picture, c'est la collection profile picture un peu iconique de Nike, ou un Nike CryptoKicks. Je pense que tu en avais parlé à un épisode. C'est la basket virtuelle. C'est la basket virtuelle. Donc il fallait être juste sur notre, sur le wallet, il fallait avoir un des deux pour pouvoir avoir la chance de minter. Après c'était gas war, c'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi. Donc ça, je trouve déjà ils ont un peu foiré, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui pouvaient minter versus la supply qui était de 8888. Donc voilà, déjà il y a ce problème-là. Donc les personnes se sont jetées sur le site pour pouvoir essayer de minter un pull, du coup. Sauf que des personnes ont vu que... il y a eu des problèmes sur la plateforme, notamment des gens qui essayaient de minter et le site montrait qu'ils n'avaient aucun NFT de la collection, etc. Donc des erreurs, vraiment des erreurs qu'on pourrait voir dans le Web 2, donc sur des sites. Ouais, bien sûr. J'ai suivi un peu sur Twitter, et c'est un problème avec leur presta qui s'occupait de l'inventaire, en fait, du supply, qui a été complètement surchargé par la demande, et qui du coup ce prestataire-là était plus capable de dire combien il restait de pulls à forger. En gros, c'est ça. Mais c'est aussi la faute d'Artefact, et ils l'ont reconnu, parce que si ils avaient bien préparé le truc avant, ce serait pas non plus arrivé. Donc la faute est partagée entre Moralis, qui est leur prestat d'inventaire, et eux. Et d'ailleurs, je vous recommande, vraiment, si ça vous intéresse ces sujets techniques, de suivre le directeur technique d'Artefact sur Twitter. Moi, je le suis très régulièrement. Il s'appelle Samuel Cardillo. Et c'est très chouette, parce qu'il fait preuve de beaucoup d'humilité, et pour ce drop là, dès que ça a foiré, il a dit: les gars, je suis désolé, c'est vraiment ma faute et j'ai l'entière responsabilité de ce truc là. Arrêtez pour l'instant, on va te corriger la chose et je vous tiens au courant dès que c'est bon. Mais cool. Il s'est excusé platement, mais à plusieurs reprises. Simplement, entre guillemets, le petit bad buzz, c'est que ce fameux Samuel, il a eu la mauvaise idée, il y a quelques jours sur Twitter, de se plaindre de manière très ouverte auprès de Rolls-Royce, parce qu'il a une Rolls-Royce. Et qu'elle est tombée en panne, et qu'en retour de la Rolls-Royce, on lui a prêté une série 7 BMW avec des égratignures dessus. Et il était outré. Et du coup, ça la fout mal, tu vois. Quelques jours plus tôt, tu te plains pour un truc pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est sûr. Ça l'a un peu foutu mal. Il a mal timé le... Ouais, il a un peu mal timé le truc. Ouais. Mais tu vois, moi j'attendais, parce que moi je suis pas holder de Clonix ou CryptoKicks, donc je voulais le minter en secondary, donc en revente, parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient pas du tout intéressés, qui voulaient juste le minter et faire une petite plus-value. Et en fait, ils avaient même pas mis les liens, tu sais, OpenSea, pour pouvoir racheter en secondary market, etc. Il y avait aucun lien officiel, donc en fait, il commence à avoir plein de scams un peu partout. C'est sincèrement décevant de la part de Artefact. Je pense qu'ils ont beaucoup d'humilité, ils vont apprendre de ça et ils vont
ils vont plus recommettre ce genre d'erreur, mais de la part d'un projet qui s'est jamais foiré depuis, avec autant de drops qu'ils ont sortis, c'est dommage parce qu'ils avaient vraiment la réputation d'être le projet qui sort des trucs en permanence sans aucun bug, sans aucun problème, quoi. Mais bon, en tout cas... Comme quoi, personne n'est à l'abri de bugs. Hein. Non, Même, tu vois, je parle souvent des doodles comme étant nickel depuis le début, aussi, ils peuvent foirer un truc un jour. On peut pas vraiment tout le temps prévoir. Là, ils ont pas prévu le succès, hein, concrètement, mais bon. Je pense pas. Ouais. Non, je pense pas. Ouais. C'est possible. Mais bon, là, après, il y a une attitude qui est différente. Quand Yuga Labs a foiré les Other Deeds, c'était la faute d'Ethereum. Quand Artefact foire son drop, ils disent c'est notre faute. Ouais. Non, mais après, ça va pas entacher. Hein. Ça va pas entacher la réputation. Ils ont fait que des, comme tu disais, que des success stories. Là, c'est cool. S'ils livrent au bon moment, etc., les gens ils vont être contents de recevoir leur hoodie. Enfin, ils vont continuer à avancer. Il y aura pas de problème. Enfin, ils vont juste apprendre de leurs erreurs et puis c'est cool, quoi. Est-ce que tu as encore un peu de temps d'évac ou pas ? Allez, on couvre les flashs. On fait les flash news rapides, ouais. Yes. Là, c'est plus toi qui as digué ces trucs-là, je t'avoue, à part peut-être Bill Murray. Alors, pour rester sur Nike, il y a un site qui est apparu, un site un peu mystérieux qui est apparu, qui s'appelle swoosh.nike. Tu pourras aller regarder, swoosh.nike. Apparemment, ce serait une marketplace NFT, mais il y a aucune info. Le site, il est très bien fait, très design. Il y a juste le logo. J'avais pas vu. Il y a juste le logo, mais ils n'ont pas communiqué dessus, ils n'ont rien, vraiment rien. Je pense qu'il y a juste des Je reload parce que c'est intéressant ce qui est marqué. The first 50 years were special. Les 50 premières années étaient spéciales. And the next 50 we're going to create together. Les prochaines 50 années, on va créer ensemble. Une nouvelle expérience Nike arrive bientôt. Ok, Status ils ont rajouté des choses depuis que j'avais checké. Oh, donc ça c'est cool. Status building, le mot building, il n'est pas choisi au hasard. Hein. Je pense que ça fait référence à notre truc. Mais swoosh.nike, c'est Web3. C'est sûr. C'est quasiment sûr, ouais. Et il y a un lien avec les markets. Enfin, il y a un lien avec le NFT. Donc, on vous donnera un peu plus d'informations. Encore une fois, ça fonctionne très bien parce qu'ils vont jouer un peu sur. Ils reprennent un peu les codes. Hein. Le mystère, très peu d'infos, une petite phrase un peu. Ah ouais, t'as un logo Nike que tu peux faire tourner. Hein. C'est pas mal, hein, c'est stylé. Tu peux le changer. J'ai bien fait le site. En fait, c'est juste une. Attends, quand tu cliques sur un carré, t'as l'impression d'être dans le futur, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Swoosh, swoosh.nike. J'avais pas vu du tout. Ah ouais, ok. pareil, tu vois, ils comprennent le côté mystère. Hein. De toute façon, ils jouent bien. Enfin, ils ont compris un peu les codes. Hein. Nike, ils ont, avec Artefact. Nike, ils ont vraiment capté. Adidas, Nike, ils ont vraiment capté. Après, on peut passer. Je vais défiler rapidement. Snap teste aussi les filtres NFT. Donc, ils sont en train de tester en interne après Facebook, Instagram, dont on avait parlé, je crois, il y a 2-3 épisodes. Donc là, Snapchat teste aussi des filtres, donc sous forme d'NFT. Donc Snap, leur segment, c'est vraiment ça, hein, c'est AR, et ça fait plutôt sens à un moment donné de rajouter la technologie NFT dans leur écosystème, en tout cas dans leur tech. Et donc du coup, ils sont en train de les tester actuellement. Donc on va voir. Ok, incroyable. Okay. Il y a le projet de Tony Hawk aussi. Tony Hawk, en fait, il est en train de créer un métaverse, un skatepark dans le métaverse, en partenariat avec Sandbox. Ah, dans Sandbox, ok. Ouais, ça va être dans Sandbox, et il se fait accompagner par une boîte, en fait, qui a été montée par Tom Brady. Donc Tom Brady, l'acteur ? Non, le quarterback, mec le plus connu là. Le GOAT là. Ouais, exactement. Donc lui, il est dans le Web3. Tom Brady, donc il est assez influent dans le milieu. Ouais. Il est en train de il est en train de préparer sa retraite, notamment grâce à un site qui s'appelle autograph.io. J'ai l'impression c'est autograph, donc AUTOGRAPH.io. Un compétiteur de Sorare, je sais plus comment on le dit. Sorar. Il a déjà signé avec Nadal, Tiger Woods, Usain Bolt, donc pour faire des collectibles sous forme de NFT. Donc voilà, quand on regarde le site, j'ai vraiment l'impression que c'est un compétiteur de Sorar. Donc dans le sport, donc après Tom Brady, il connaît beaucoup de monde hein, dans le milieu du sport, notamment aux US. Donc là, c'est assez intéressant. Et donc là, il fait le partenariat avec Tony Hawk pour intégrer justement son écosystème. Sachant qu'en fait, Tony Hawk, si on reprend un peu son historique, il est assez... c'est un des mecs les plus innovants en fait, in fine dans le milieu du quand tu vois skate, les jeux vidéo, c'était le premier à avoir fait des jeux vidéo sur les consoles, etc. Donc
Donc là, je pense qu'il time encore bien le marché et je pense qu'il va arriver à un moment où il y aura tous les fans de skate, de cette culture skate, qui vont pouvoir être onboardés grâce à Tony Hawk. Ok, d'accord, ça roule. Pour rester un peu dans le sport, FC Barcelone, ils ont lancé alors ça sera une collection, de mémoire ça sera une collection, mais ils le font plus en mode collectible parce que la pièce elle est très très belle. Elle s'appelle In a Way Immortal. Et elle va être sortie, ils vont la sortir sur Sotheby's, l'auction house, la plus grosse auction house. Donc ça va être juste une pièce, je sais plus si c'est une pièce ou une collection. Je crois que c'est une pièce qui va sortir le 29, donc dans une semaine. Okay. Et en fait, tu regardes le NFT, franchement c'est un chef-d'œuvre virtuel, un chef-d'œuvre visuel et audio, vraiment magnifique. Genre vraiment c'est hyper beau. Ok. Et en fait, ça va reprendre un peu les moments importants du club. Donc là, c'est un premier joueur. Enfin, là, du coup, tu vois, sur l'image, c'est un des joueurs assez iconiques du club, mais un ancien joueur. Hein. Je crois que c'est dans les années peut-être 40 ou 50. Un moment assez important qu'il a pu réaliser. Je crois que c'est il shoot. Johan Cruyff. Une espèce de retournée. Ouais, Johan Cruyff. Ouais, Johan Cruyff, c'est lui. Et donc, du coup, ça va être sous enchère, hein. Et puis le mec qui gagne, qui met le plus haut bid remportera. Il y a des utilités derrière, assez intéressantes d'ailleurs. Ils ont mentionné juste quelques-unes. Il y en a un, la première c'est VIP Club Benefits, donc voilà, tout ce que les personnes actuellement qui pouvaient payer justement des tickets pour avoir ce côté VIP, ces places VIP, le mec qui a le NFT il peut aussi en bénéficier. Il aura le titre d'ambassadeur Barcelone, donc il aura vraiment un vrai rôle iconique au sein de la communauté, en tout cas au sein du club. Il aura le droit de visiter des entraînements, il aura le droit même de jouer avec certains joueurs sur le stade justement officiel de Barcelone. Enfin, vraiment, il fait partie intégrante du club. Et donc du coup là ils sortent cette première, ce premier NFT, et donc ils vont en sortir d'autres. Et j'imagine qu'on verrait potentiellement un Messi à un moment donné apparaître sous forme de NFT. Donc voilà, ils le font plus en mode collectibles, un peu comme ce que Sora fait avec Zidane, avec Pelé, etc. Sauf que c'est vraiment un chef-d'œuvre visuel voilà. Allez voir FC Barcelone NFT. De toute façon, vous tapez ça sur Google, vous retrouverez facilement la vidéo, ou en tout cas sur Sotheby's. Il y a le visuel, il y a une vidéo qui explique. Pour finir, de quoi on se parle? Je parle de Bill Murray vite fait, c'est très rapide. Hein. Bon, c'est rigolo, Bill Murray, donc un acteur qu'on connaît quasiment tous, et donc a sorti une collection de NFT où c'est une espèce de photo un peu retravaillée de lui, un peu à la mode Andy Warhol vite fait. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque NFT contient une anecdote de Bill Murray, de la vie de Bill Murray. Donc il a dû le coécrire. Je pense que c'est des choses qui sont legit, hein, soit des vraies anecdotes. Et donc il y a 1000 items en tout, et donc à l'intérieur de chaque NFT, si vous regardez la description, il y a une anecdote différente à chaque NFT en fait. Donc vous pouvez acheter une anecdote de la vie de Bill Murray. Les personnes qui sont fans de Bill Murray, du coup forcément, peuvent se procurer une pièce. Non, c'est intéressant. Bah, on verra de plus en plus les acteurs qui vont commencer à encrypter sur la blockchain leur vie, concrètement, pour garder une trace, in fine. Et donc, je crois qu'il a droppé son truc sur Coinbase d'ailleurs, si je me trompe pas. D'accord, ok. Voilà. Ok, cool. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut conclure. On est bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois cette semaine. Yes. Et puis, écoute, des vacances la semaine prochaine. Bon courage pour le reste. À la semaine prochaine. Et puis, on sera là pendant les vacances. N'oubliez pas, on sera là. On va essayer de faire des trucs pendant les vacances. On va faire ce qu'on peut. À la semaine prochaine. Salut.